Bonjour et bienvenue sur la chaîne Arabiologie. Alors aujourd'hui, on va commencer avec le module de chimie microbienne. C'est un module qui est donné pour le palier L3, microbiologie. Alors, on va entamer ce module avec le cours du catabolisme des glucides. Alors, avant de parler du catabolisme, on doit parler des glucides. Alors, les glucides, ce sont des sucres qui peuvent être des oses, c'est-à-dire des sucres simples qui peuvent être des pentoses ou des hexoses. Il y a des holosides qui sont des sucres composés de deux sucres simples. Nous avons plusieurs exemples tels que lactose, saccharose, etc. Et nous avons des polyosides qui sont des sucres complexes tels que l'amidon, glycogène, etc. Donc, c'est des différents types de sucres qui existent dans la nature. Alors, les sucres doubles ou les sucres composés de deux sucres doivent être hydrolysés avant leur catabolisme. Et cette hydrolyse se fait par soit une hydrolyse directe. Donc, on prend l'exemple de lactose avec l'enzyme bêta-galactosidase qui va me donner du glucose et du galactose. Et là, c'est une hydrolyse enzymatique ou bien par une phosphorylyse. Et le maltose avec un groupement phosphate va me donner du glucose, un phosphate et du glucose. Et pour les sucres composés, c'est soit une hydrolyse directe avec des enzymes hydrolytiques ou bien par phosphorylyse, c'est la même chose. La différence que la première hydrolyse, elle se fait une seule fois, donc une seule cassure et nous avons deux produits, alors que pour les sucres complexes, ça se fait en plusieurs étapes ou bien en plusieurs fois. Là, l'hydrolyse, que ce soit pour les sucres simples ou complexes, doubles ou complexes, nous avons là comme produit un sucre simple. Le sucre simple, c'est lui qui va pénétrer à l'intérieur de la cellule. Le reste ne peut pas. Les sucres simples, les sucres composés ne peuvent pas pénétrer à l'intérieur de la cellule microbienne ou bactérienne. Cette pénétration est réalisée grâce à des mécanismes de transport. Nous avons le transport passif qui renferme la diffusion simple et la diffusion facilitée, et nous avons le transport actif qui se fait avec l'utilisation de l'énergie. Alors, la diffusion passive, c'est un mode de transport qui est le plus utilisé. Il se fait selon le sens de gradient de concentration. On ne va pas utiliser de l'énergie, il est non spécifique et non limité par la saturation. Il y a aussi l'absence de compétition. La même chose pour la diffusion facilitée, passive-facilitée, sauf que pour la diffusion passive-facilitée, elle est facilitée par la présence des protéines au niveau du membrane. Et ces protéines sont non spécifiques. Alors, le transport actif, le deuxième mode de transport, il se fait contre le gradient de concentration. Nous avons l'utilisation d'énergie, nous avons l'utilisation des protéines de transport spécifiques. Il est limité par la saturation et à la présence de la compétition entre les molécules. Alors ça, c'est les trois modalités de transport les plus connues et les plus utilisées. Mais nous avons aussi un autre système de transformation, de passage, c'est le système phosphotransférase. Alors ce système est nommé aussi le polyphosphate glucose phosphotransférase parce qu'il est spécifique au glucose et il se fait par une série de phosphorylation. Donc, grâce à ces différents mécanismes, nous avons le passage des sucres simples de l'extérieur de la cellule microbienne à l'intérieur vers le cytoplasme où ces sucres simples vont être dégradés. Le sucre le plus connu, le plus utilisé, c'est le glucose. Alors, le glucose est dégradé et catabolisé soit par la glycolyse, par la voie de l'hexose monophosphate ou par la voie d'Ettner-Dodorov.
On va commencer avec la voie la plus utilisée, qui est la voie de glycolyse. Alors, la glycolyse, par définition, est une série de conversions biochimiques successives réalisées à partir du glucose et catalysées par des enzymes. Elle s'effectue par des enzymes solubles et en anaérobiose. Elle a comme fonction la synthèse de molécules riches en énergie, c'est l'ATP, ou autres, ainsi que la formation de pyruvate qui aura plusieurs distillés. Donc, le produit de la glycolyse, c'est l'acide pyruvique. Donc, notre produit, c'est l'acide pyruvique et elle est largement répandue chez les micro-organismes. On peut la trouver chez les levures, les moisissures, les bactéries aéro-anaérobies, telles que le groupe des entérobactéries. Elle est pour quelques groupes, pour quelques micro-organismes, elle est exclusive. Chez les Streptomyces griseus, elle est réalisée à 97%, alors que chez les Trypanosoma est la seule voie de catabolyse du glucose. Donc, c'est 100% de catabolisme du glucose se fait par la glycolyse chez les Trypanosoma. La glycolyse est réalisée en 2 réactions. Elle se fait en 10 réactions catalysées par différents enzymes, qui sont 10 enzymes, donc des réactions des enzymes. Elles permettent l'oxydation partielle du glucose. Donc, nous avons une glucose qui est une molécule à 6 carbones qui va nous donner à la fin le pyruvate qui est une molécule à 3 carbones. Et on a la libération de l'énergie qui se forme d'ATP. Donc, on peut la subdiviser en 2 phases. La phase 1, dite phase transon-exose, et la phase 2, transon-triose, parce que durant la phase 1, nous n'avons que les composés à 6 carbones, et pour la phase 2, c'est les composés de 3 carbones. Alors, la première phase, elle commence par glucose et se termine au niveau de fructose, ainsi B-phosphate. Alors, cette phase est une phase préparative dans laquelle une molécule de glucose est transformée en 2-triose phosphate avec l'utilisation de 2 molécules d'ATP. Donc, c'est une phase consommatrice d'énergie. Durant cette phase, nous avons un investissement énergétique initial, donc c'est l'hydrolyse des 2 molécules d'ATP par une seule molécule de glucose. Donc, c'est un peu bizarre parce que les voies métaboliques ont par but de donner, de produire de l'énergie, de ne pas la consommer, mais c'est juste une phase dans la voie. Et donc, à la fin de cette voie, nous avons l'obtention de 2 trioses. Nous avons le déhydroxyacétonphosphate et le glycéraldéhyde 3-phosphate. La phase 2 est une phase productrice d'énergie. Elle comporte 6 réactions et dans laquelle les 2 trioses phosphates produits précédemment sont transformés en 2 molécules de pyruvate avec libération de 4 ATP. Parce que là, sur la figure, on est en train de voir que l'oxydation, le transfert, le catabolisme du glycéraldéhyde jusqu'à arriver au produit final. Mais à vrai dire, le dihydroxyacétonphosphate, à un moment donné, va se transformer en glycéraldéhyde 3-phosphate. Donc, ces étapes vont être réalisées 2 fois. Donc, les produits sont x2. Donc, à la fin, on va avoir 2 molécules de pyruvate avec une libération de 4 molécules d'ATP. Donc, on va avoir une production d'énergie et pas une consommation d'énergie par la voie du glucose. Cette voie, elle peut être représentée par le bilan général, la réaction globale. Donc, une molécule de glucose avec 2 NAD+, avec 2 ADP et 2 groupes non-phosphates, va nous donner 2 acides pyruviques, 2 NADH+, et 2 molécules d'ATP. Ça, c'est la réaction globale. Alors,
si on va faire une conclusion de la glycolyse, c'est une séquence de deux réactions qui ne nécessite pas d'oxygène. Elle se réalise dans les conditions d'anaérobiose. Le glucose, une molécule de glucose est transformée en deux molécules de pyruvate. Nous avons la production de deux molécules d'ATP et la réduction de deux molécules de NAD+. Cette voie permet la production des éléments de construction pour la synthèse des composés cellulaires. Donc, c'est la production des composés cellulaires, des molécules simples, et la production aussi de l'ATP. Alors, à la fin de cette voie, ou durant la réalisation de la glycolyse, on est face à une nécessité qui est la réoxydation des coenzymes. Alors, les coenzymes qui sont des petites molécules de faible poids moléculaire non protéiques sont très importants dans les réactions chimiques. Il est important aussi de les réoxyder durant la voie de la glycolyse, car l'absence de ces molécules réoxydées va conduire à un arrêt total de la glycolyse. Donc, ces enzymes qui sont présents dans la réaction catalysée par l'enzyme diglycéraldéhyde 3-phosphate, qui est le passage de glycéraldéhyde 3-phosphate à 1,3-bis phosphoglycérate. Et là, on voit clairement la réoxydation des enzymes, la réduction, pardon, des enzymes, des coenzymes. Donc, c'est au niveau de cette partie qui doit se faire une réoxydation des enzymes permanente. Et cette réoxydation, elle est réalisée que soit par fermentation pour les micro-organismes anaérobies ou par la respiration à travers la chaîne respiratoire pour les micro-organismes aérobies. Alors, on va parler de la régulation du métabolisme, donc automatiquement, on doit parler de la régulation de la glycolyse. Et la régulation de la glycolyse, elle se fait au niveau des réactions irréversibles. Donc, ces réactions, ce sont les lieux de contrôle ou le lieu de régulation. Nous avons trois phases ou trois réactions qui se tirent au niveau de trois enzymes allostériques. Et ces réactions irréversibles sont catalysées par l'exokinase lors du transfert du glucose en glucose phosphate, et donc la consommation d'une molécule d'ATP, c'est une phosphorylation. C'est au niveau de la réaction de fructose C-phosphate qui va nous donner le fructose 1,6-phosphate grâce à l'enzyme phosphofructokinase, le PFK. Et là aussi, c'est une consommation d'ATP. Et ces deux réactions se passent dans la première phase de la glycolyse. Alors que ici, la dernière réaction de la glycolyse, qui est la transformation, le passage de phosphoénolpyruvate en pyruvate, qui est le produit final de la glycolyse, grâce à l'enzyme pyruvate kinase. Donc, ces trois enzymes allostériques sont la clé de la régulation du contrôle de la glycolyse. Alors, à côté de la glycolyse, il y a deux autres voies alternatives chez une grande variété de micro-organismes, que ce soit des micro-organismes aérobies ou anaérobies. Et ces voies sont empruntées soit par une façon exclusive ou bien en concurrence avec la glycolyse. Nous avons le cycle des pentoses phosphates, ou la voie des hexoses monophosphates, et la voie d'Ittner-Dodorov. Alors, on va commencer avec la voie de l'exose monophosphate ou bien la voie qui est une voie aérobie. Elle est très importante car elle produit des pentoses. Elle fabrique, c'est le produit, c'est les produits de cette voie et pas le substrat. Il faut faire très attention. Donc, et ces pentoses sont nécessaires pour synthèse des acides nucléotides des groupements prostétiques contenant des nucléotides et elle est aussi nécessaire pour la synthèse des acides aminés aromatiques et des vitamines. Alors que la production
Bon, durant cette voie, il n'y a pas une production directe d'énergie, mais nous avons la production de NADPH2, qui est une source d'ATP lorsque les électrons sont transportés jusqu'à l'oxygène par l'intermédiaire de la chaîne de respiratoire. Et donc, ça peut donner de l'énergie. Et aussi, le NADPH2, il est utilisé par le métabolisme lipidique. Alors, cette voie est présente à côté de la glycolyse à des proportions variables chez de nombreux micro-organismes. Donc, elle est utilisée partiellement par les levures et les moisissures qui sont capables de faire la glycolyse aussi, et avec de nombreuses bactéries aéroanaérobies, comme le cas de Escherichia coli. Donc, elle joue un rôle fondamental chez les bactéries aérobies dépourvues de la glycolyse. Il y a des bactéries qui sont aérobies, ils ne peuvent pas faire la glycolyse. Il s'agit de Pseudomonas, Xanthomonas, Acetobacter xylinum. Donc, c'est l'exemple de 3 bactéries qui sont capables de faire la voie d'exose monophosphate car elles ne peuvent pas faire la glycolyse. Alors, la réaction plutôt les réactions ou la voie de l'exose monophosphate est conduit à la formation de glyconate 6-phosphate qui va se transformer en rébulose 5-phosphate. Et le rébulose 5-phosphate, suite à l'ensemble des réactions, va donner le glycéraldéhyde 3-phosphate. Et ce glycéraldéhyde va se transformer en pyruvate grâce à la glycolyse, et bien va se transformer en fructose 6-phosphate pour d'autres voies métaboliques ou pour la dégradation du fructose. Donc, le rébulose 5-phosphate, et puis nous avons d'autres molécules à 5 carbone qui est la spécificité de cette voie. Très bien. Alors, la troisième voie du catabolisme du glucose, c'est la voie d'Ittner-Dodorov. C'est une voie qui est découverte par ce monsieur. Elle permet la dégradation ou l'oxydation du glucose par les pseudomonas. Elle est une voie anaérobie. Elle était découverte chez Pseudomonas, mais maintenant, elle n'est réalisée que par une seule bactérie. Donc, c'est un catabolisme en anaérobiose et elle possède des étapes communes à la fois avec l'exose monophosphate et avec la glycolyse. Alors, elle commence par une activation du glucose en glucose 6-phosphate avec une consommation d'une molécule d'ATP. Et puis, nous avons la formation de glyconate 6-phosphate. Et cela se fait en parallèle avec une réduction de NADPH+. Nous avons parlé de l'intérêt de NADPH+, c'est la voie d'exose monophosphate, d'abord c'est la même chose. Et puis, nous avons la déshydratation de 6-phosphoglyconate pour la formation de CDPG ou le KDPG, qui est le 2-céto-3-désoxy-6-phosphoglyconate. Et à partir de cette molécule clé, où nous allons avoir la fabrication de 2 molécules. La première, c'est la glycéraldéhyde 3-phosphate, qui, grâce à la glycolyse, va nous donner le pyruvate, ou bien on va avoir directement la production de pyruvate. Donc, la première, cette voie, elle est une voie productrice d'énergie parce qu'on va clairement la production d'énergie sous forme de NADPH2 et sous forme d'ATP lorsque le glycéraldéhyde passe en glycolyse. Alors, nous avons dit que cette voie, elle est réalisée par une seule bactérie actuellement qui est Zemomonas mobilis. Alors, c'est une bactérie anaérobie facultative à gramme négatif et elle est en forme de bâtonnet particulièrement connue pour ses capacités de fermentation alcoolique.
Elle est classée dans l'embranchement des protéobactéria, la classe des alpha-protéobactéria, dans l'ordre des sphingomonadales et dans la famille des sphingomonadaceae. Donc, c'est une bactérie à gram négatif, comme le montre la figure. Donc, voilà, c'est le catabolisme glycidique. Nous avons commencé avec le catabolisme du glucose, qui est la molécule la plus importante dans le monde microbien. Alors, on va continuer la prochaine fois avec le reste des sucres simples. Alors, d'ici là, j'espère que cette vidéo était claire, simple et bien claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'insiste sur ça. J'espère vous voir la prochaine fois et partager cette vidéo au maximum parce que la science, elle est faite pour qu'elle soit partagée. Au revoir et bye bye.